Un peu plus de vert. Bon, c'est le jour, hein. Te fais pas trop d'espoir, hein. C'est juste sur le jour. Donc, ça a un peu pumpé sur la journée, globalement. Sur la semaine, on va dire un petit peu sur certains projets. Le IP, franchement, je sais pas ce que c'est. Bon, je sais pas si toi, tu as des infos ou si ceux dans le chat en ont. Mais bon, moi, personnellement, j'en ai pas. On a une nouvelle blockchain. On avait forcément besoin d'une nouvelle, hein, parmi les 600 qui existent aujourd'hui. Layer 1 ou Layer 2, on en a une nouvelle bourrée de VC qui s'est lancée, qui s'appelle Bera Chain. Voilà, bon. On pourra vous faire une analyse, je pense, sur le sujet, mais c'est toujours la même daube, comme d'hab. Bourré de VC, pas forcément d'innovation, toujours pareil, toujours à peu près la même chose. Tant qu'on n'est pas sur une dominance du Bitcoin qui baisse, avec tout ce qu'on vous explique depuis maintenant des mois sur cette chaîne YouTube, on ne peut pas s'attendre à voir des miracles, mais on a quand même encore des lancements de nouveaux projets. Et il y a quand même quelques surprises aussi, hein, je sais pas, pour ceux qui suivent un peu ce projet-là, OM a eu des performances quand même énormes là depuis les 4-5 derniers mois. Et pourtant, c'est un projet qui était sous les radars, pas grand monde quand même. Personne n'en parlait. C'est RW, non? C'est les Layer 1 pour RW, non? Ouais, je crois, ouais. Et c'est l'un des projets qui a vraiment très très bien performé et pour le coup, pas grand monde en parlait, quoi. Donc, pour ceux qui étaient déjà sur le projet ou qui le suivent ou qui avaient déjà une petite allocation dessus, bah franchement chapeau parce que pas grand monde en parlait, quoi. Donc, à voir si c'est lié principalement à une news ou à une véritable innovation qu'il y a eu dessus ou simplement parce qu'il y a eu plus de trafic, parce qu'il y a une demande aussi sur les RWA en ce moment. Mais ça fait partie des rares projets qui ont su profiter des périodes un peu de capitulation sur la crypto et qui ont su sortir leur épingle du jeu. Donc, bravo à tous ceux qui ont été là-dessus. Sinon, sur le mois, bon, rien de nouveau, les gars, hein, dans le rouge, très largement dans le rouge. Il y a OM hein, qui est dans le vert, mais sinon, globalement, très largement dans le rouge. Sans surprise, grosse correction sur le Trump, hein, évidemment. Ça, on vous y avait préparé depuis des plombes. Mais même sur Solana en général, hein, si tu regardes, là, ce qui me fait rire, alors ça fait longtemps qu'on est dans la crypto, on va pas dire, vous l'avez bien dit, c'est pas une revanche ni rien, mais c'est juste, rappelez-vous ceux qui étaient pleins de certitudes sur Solana, qui allait éclater Ethereum, que ça y est, c'était parti, c'était le cycle des mêmes coins, le cycle de Solana, le flippening exactement. Au final, bon, comme le reste, hein, c'était pas décorrélé, il partait pas en tête tout seul, il avait plus jamais corrigé. Bon, qui n'est pas aidé en ce moment, il faut le dire, sur tout ce qui s'est passé en Argentine, hein, avec notre cher Javier Milei, puis les vidéos de CoffeeZilla dernièrement, si vous suivez un peu l'actualité Memecoin, on en apprend des vertes et des pas mûres. Et franchement, là, ça devient de plus en plus abusé. Et du coup, on voit très bien que l'écosystème des Memecoin, voilà, la pourriture qu'il y a derrière, enfin, parce que je l'avais évoqué sur mon live, mais en fait, on gueulait jusqu'à l'arrivée de la méta Memecoin sur les coins de VC avec des grosses unlocks, des fully diluted value super importantes avec des lock-up où ils allaient libérer voilà, c'était un peu la grogne des investisseurs contre tout ce modèle-là. Après, on est passé sur les mêmes codes qui étaient censés rétablir un petit peu d'équité. Et au final, c'est encore plus un jeu de pourri, quoi. Parce que là, c'est vraiment rugger les gens le plus rapidement possible. C'est même pas un soft rug sur le long terme ou avec des unlock. Là, c'est vraiment, ils rug en quelques heures. Et on se rend compte qu'il y a des groupes spécialisés à l'international pour faire ça. Et qu'ils en ont bien profité. Donc là, il y a tout l'écosystème Memecoin, il tombe un peu de haut. Et au final, Solana, qui était basé dessus, et qu'il faut le dire, une grosse partie de toute cette performance qu'elle avait eue, c'était basé sur cette activité Memecoin, hein, parce que pour pouvoir trader des Memecoin, très souvent, ça passe par acheter du Solana. Même si Solana, après, il se retrouve dans une poule très, très peu liquide, mais bon, il y avait une grosse pression acheteuse pour pouvoir acheter ces Memecoin. Et là, comme les gens sont en train de voir un peu l'envers du décor, il y a une baisse d'activité. Donc, c'est juste pour faire le petit point. Les certitudes, et cette fois-ci, c'est différent. Voilà, pour les nouveaux entrants qui sont rentrés sur Solana écosystème, qui pensaient ça, je pense qu'il y a un petit retour à la réalité, quoi. Ouais, et puis surtout, là, ça reste une correction. Je veux dire, il y a quelques semaines, là, le sol, il était à 100 ATH. Là, tu es sur une correction de 40-50%. Il n'y a pas de quoi non plus paniquer non plus, hein. Je veux dire, il y a eu des super perfs depuis 2023, 2024 et même sur le début 2025, en fait, avant qu'il y ait cette correction-là. Si tu as paniqué parce que tu as acheté à 250 balles et que là, quand ça prend moins 50%, ça y est, tu commences à te dire c'est la fin, c'est que tu n'as pas du tout géré ton risque et tu sais pas ce que tu fais, en fait, clairement, hein. Et moi, ce qui me rendait fou, en fait, sur la méta Memecoin, et j'en ai parlé justement de ce qui s'est passé avec Javier Milei et tout, sur mon dernier live de mercredi. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas vu, allez jeter un coup d'œil, les gars, mais ce qui me rendait fou, en fait, c'est que tu te rends compte,
Et nous, on l'explique depuis des années, en fait, hein, l'état de corruption que tu as dans l'écosystème crypto, pas que sur les mêmes coins, hein, c'est valable en fait de partout. On le dit tout le temps, c'est du PVP, du player versus player. Mais là, ce qui était abusé, c'est que vraiment, tu te rends compte que tout le monde est dans le même bateau, quoi. Genre, t'as les gars qui veulent rug. En fait, c'est le premier qui va pouvoir rug le maximum, tu vois. Et là, ce qui est quand même fou quand tu as regardé l'interview de Cofizilla, c'est qu'il expliquait que même les fondateurs de chez Meteora, Jupiter et tout, Jupiter Exchange, tu as eu des fuites, des échanges qu'ils ont pu avoir sur WhatsApp. Et même eux étaient au courant que le mec était venu juste pour rug et tout. Ils ont eu une préallocation, que les mecs, c'est bon, ils le savaient, ils ont fait quand même le truc, ils ont pu en profiter. Et tu en as même certains, là, je crois, de chez Meteora et chez Jupiter, qui ont dû quitter le navire, en fait, parce que tout a été dévoilé un peu au plein jour, quoi. Et tout ça pour dire, en fait, que en crypto, il n'y a pas grand monde qui veut votre bien, en fait, hein. Si vous venez la fleur au fusil en vous disant je veux devenir riche, je vais gagner de l'argent et tout, bah, en fait, vous avez un pélo qui va extraire 110 millions de dollars. Moi, c'était ce que je montrais, par exemple, pour le Libra. Un mec qui va extraire 110 millions de dollars parce qu'en fait, il a tous les tokens et puis il est venu pour Rug et il a eu la possibilité de le faire. Il a fait pression sur la sœur de Javier Milei, je crois, de Javier Milei pour pouvoir retweeter le truc et tout. Donc le niveau quand même plutôt stratosphérique. Et sur le nombre de personnes qui sont restées sur le carreau, je crois qu'il y a eu plus de 75 000 traders qui sont restés sur le carreau et qui ont perdu au total 281 millions de dollars, quoi, à peu près de valorisation. Donc pour un pélo qui va gagner des thunes, d'accord, tout le reste va en perdre. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte qu'entre ceux qui font du sniping, entre ceux qui vont lister le truc, entre les applications qui sont pas du tout décentralisées pour dessous, qui vont vous dire non mais vous inquiétez pas, on va faire notre due diligence, on va sélectionner les bons projets et tout, te rends compte qu'ils sont dans le même panier. Voilà, ça remet un petit peu, je pense, l'église au milieu du village, hein, comme on dit, et de vous rendre compte que en fait, vous êtes jamais mieux servi par vous-même et qu'il n'y a pas de repas gratuit. Si vous êtes là pour faire de l'argent rapidement en crypto, que vous n'avez pas de vision long terme, que vous savez pas ce que vous achetez et que vous faites comme tout le monde, vous allez sur les mêmes coins, vous allez vous faire éclater, que ce soit une nouvelle méta ou non. Et comme disait Théo, on présentait tout le temps le truc en disant oui, il y a des problématiques avec les coins bourrés de VC parce qu'il y a des unlocks et tout, et c'est vrai qu'il y a plein de problèmes. Et ce qui était vanté par Murad avec la méta memcoin, c'est de dire qu'en fait, on est sur une croissance beaucoup plus organique avec une communauté culte et tout, et on le comprend. Ça a été le cas avec Dogecoin, ça a été le cas un peu avec Shiba Inu, mais c'est le cas en fait avec très peu de memcoin. Et surtout, les memcoins, en fait, ils sont forgés en bear market, ils sont absolument pas forgés en bull run. Donc ça m'a toujours fait rigoler, en fait, tous ceux qui arrivaient en plein bull run en disant nous, on est dans la nouvelle méta, nous, c'est bon, on est les Diamond N, on est les machins. Et dès qu'il y a une première vraie volatilité supérieure à 90%, c'est bon, il n'y a plus personne sur le navire et c'est la fin, quoi. Donc voilà. Je pense que ça remet vraiment d'équerre le truc et je pense qu'on en a vraiment besoin parce qu'il y avait tellement de merde. Et Oui, mais on est d'accord qu'une correction était nécessaire et je pense que c'est important de mettre ce petit propos parce que je vois que dans le chat, j'ai l'impression que j'ai été pas forcément compris par tout le monde dans ce que je voulais dire. Je dis pas que Solana est mort, je dis juste qu'effectivement une correction, ça allait arriver. C'était plus par rapport à l'état d'esprit que certains avaient en novembre, octobre, justement au gros début de la méta memcoin, où c'est bon, c'était parti pour surperformer tout, que ça allait jamais corriger, et c'est plus pour les nouveaux entrants à ce moment-là, l'état d'esprit qui a bien changé par rapport à ce moment. Mais on est bien d'accord que Solana n'est pas mort, on peut aimer plus ou moins le projet, mais effectivement, si on regarde les faits, il a très bien performé par rapport à Ethereum même depuis le début de ce cycle. Et à mon avis, il sera amené aussi à performer. Et donc là, il y a une correction comme sur tous les alts. Mais c'est plus pour remettre en cause cet état d'esprit de cette fois-ci c'est différent, c'est bon, on est parti, ça va plus jamais descendre, comme ce que disait un peu Mourad à ce moment-là sur ces mêmes coins où ça allait partir, c'était les nouveaux blue chips, il n'existait plus rien du tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants qui sont rentrés avec ces idées-là, quoi, sur les mêmes coins. On en a parlé aussi suffisamment. Il y a 60% des nouveaux investisseurs qui devaient absolument avoir des mêmes coins en portefeuille. Donc c'est cette mentalité-là de cette fois-ci est différent, super cycle des mêmes coins et donc aussi de Solana. Bon, on voit qu'il y a des limites aussi et donc bien évidemment c'est amené à corriger. Mais j'ai jamais dit que Solana était mort, on est bien d'accord. Et que pour l'instant, clairement, on est sur une correction classique, en tout cas pour Solana. Pour la plupart des mêmes coins, plus de 99,99% d'entre eux ne remonteront jamais, dans tous les cas. Mais même dans ce qu'on considérait comme étant des
des blue chips, même sur les agents IA. Je sais pas si vous vous souvenez, quand même, il y a quelques semaines, c'était les agents IA, c'était super, c'était génial. Aujourd'hui, on n'entend même plus parler, quoi, des agents IA. C'est un truc aussi, ça a toujours fait rêver les hypes en crypto, tu vois, genre, le truc, c'est génial, c'est super, il y a plein de trucs, c'est l'innovation et tout. Puis 2 semaines après, c'est la fin, c'est mort. Enfin, tu sais, le pendule de l'émotion des gens, tu as l'impression vraiment, c'est la plupart des mecs, c'est des gonzesses, quoi, dans la crypto, c'est terrible. Et là, mais surtout qu'en fait, ils ont les mecs, ils ont un horizon temporel de poisson rouge maintenant. Le problème avec Pump Fun, c'est que c'est le TikTok de la crypto, mais vraiment c'est ça en fait. C'est le mec, ça leur a réduit le temps d'attention à quelques heures, voire quelques. Tu vois, c'est même plus en mois, en années l'horizon temporel. C'est qu'est-ce que c'est le prochain truc sur ou à quelques minutes, tu vois, genre limite, c'est quoi le truc à rugger dans le quart d'heure et on passe au suivant. Et donc, déjà qu'il y a les nouvelles méta. Et ça, on en avait parlé sur plusieurs lives. Au final, il y a des trucs qui sortent, on entend parler 2-3 jours, tout le monde en parle, et puis après, ça retombe comme un soufflé, et on n'en entend plus parler, jusqu'à un jour où ça revient sur le tapis, parce qu'il y a des rotations de plus en plus rapides, et c'est ça qui fatigue un peu dans ce cycle aussi, j'ai l'impression, c'est qu'on a des rotations narratives super rapides, avec des bon, nous c'est pas trop ce qu'on fait, tu vois, mais des mecs qui disent maintenant il faut pivoter, tu vois, genre par exemple le Mild Dutcher, je sais pas si tu le suis, qui est un gros compte aussi crypto, le mec tous les 2 jours il dit il faut pivoter, il faut cutter ceux qui sont loose, il faut repartir sur les bons schémas narratifs dans lesquels tu crois, mais en fait si tu fais ça, mais il faut y être toute la journée, ça doit te fatiguer de suivre le nouvel narratif, tu vois, genre passer sur les agents IA, après les mêmes coins, après passer sur certains trucs, sur la diff AI, tu vois. Et en fait, tu passes ton temps à toutes les semaines, il y a un nouveau truc à courir après et tu t'en sors pas, quoi, en fait. Et puis, en plus, que quand tu fais le bilan 3 ans après, bah, tu te rends compte que tu as sous-performé le BTC, que tu aurais mieux fait juste en holdant du BTC aussi. Hein. Ça, c'est la réalité que beaucoup qui s'amusent à s'amuser, enfin, qui s'éclatent à suivre les narratifs, qui changent tous les 2 jours, qui s'amusent à faire du trader court terme. En général, ça marche pas. Hein. En général, les mecs, ils sous-performent. Et quand il y a des mouvements haussiers, ils passent complètement à côté. Quand il y a des mouvements baissiers, ils se font liquider. Bref, on revient pas forcément dessus, les gars. Mais voilà, ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, c'est attendu, c'est normal. Tant qu'on est dans une dominance, en fait, sur le Bitcoin qui est toujours aussi importante, on en reparlera vite fait tout à l'heure. On vous donnera quelques chiffres. En fait, on peut pas s'attendre à avoir des miracles. Hein. Il n'y a pas de belle perf pour l'instant sur l'Ether, une dominance sur Bitcoin qui est super élevée. Il n'y a pas une demande pour des altcoins ultra spéculatifs non plus. Il y a que des mecs un peu en crypto qui s'amusent à chasser le dernier pump et d'aller chasser la nouvelle méta, en fait, hein, c'est tout. Et tant qu'il n'y a pas d'apport de nouvelles liquidités, et qui plus est en plus avec une démultiplication du nombre de tokens qu'on a disponibles, on est à plus de 37 millions aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas s'attendre à avoir des miracles. Donc, d'où l'intérêt d'être sélectif aussi. Et de regarder vraiment la vision long terme, parce que pour moi, je reste toujours sur ma vision. On verra un peu ce que tu nous présenteras tout à l'heure, Théo, mais moi, je reste sur ma conviction sur le sujet pour l'instant, qu'on est toujours sur une correction, une période d'accumulation, que pourquoi pas, on serait peut-être sur une translation de cycle, un peu comme ce qu'on avait eu sur 2024 avec le lancement des ETF. On a dépassé l'ATH sur une période de pré-halving, ce qui n'avait encore jamais été le cas. On a latéralisé pendant beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait connu par le passé, simplement parce qu'on avait eu des performances plus tôt et trop rapides dans le cycle. Donc, on l'a payé plus tard avec une latéralisation et une consolidation du marché plus longue. Ensuite, on a eu le buy the rumor, sell the news avec Trump. En novembre, tout explosait. Décembre, tout explosait. Puis après, avec l'arrivée de Trump en office, finalement, il n'y a pas eu... forcément, il y a eu la correction, en fait, parce que l'augmentation avait déjà été pricée là-dessus. Et là, on est toujours, en fait, sur une période de latéralisation. Et tant que le Bitcoin reste fort, en fait, sur les alts, il ne se passera rien. Il ne se passera pas grand-chose. On ne peut pas s'attendre à avoir des miracles. D'ailleurs, si on regarde... Vas-y. Non, mais j'allais le commenter juste avant de passer sur les ETF qui, pour le coup, existent. Pour quand même, voilà, on nous traite souvent de pessimistes, mais il y a quand même sur les fondamentaux, et on va le voir après, des choses qui arrivent, notamment au niveau des ETF. Donc là, on va parler après des ETF Ethereum et Bitcoin, mais moi j'en ai parlé aussi, je sais pas si vous l'avez évoqué mercredi, certainement, mais il y a d'autres ETF qui vont arriver, notamment sur Solana, notamment sur XRP, notamment sur Doge. Donc ça va faire en fait de la pression acheteuse aussi qui arrive. Bon, on sait pas forcément quand. Des fois, on a eu des surprises, notamment sur l'approbation des ETF Ethereum, et à voir maintenant avec les changements au niveau des États-Unis quand vont être autorisés ces instruments. Mais dans l'idée, on a vraiment cette cascade des ETF qui est en train de se mettre en place sur les plus gros market cap.
qui va apporter de la pression acheteuse, parce que concrètement, et on va le voir maintenant, mais pour l'instant, les ETF, que ce soit sur Bitcoin et Ether, ça a été une puissance acheteuse, et ça a été en partie responsable quand même du pump qu'on a eu sur ces cryptos, même si c'est vrai que Ethereum, bon, ça s'est un peu calmé dernièrement, quoi. Bah, surtout, en fait, moi, je pense que Ethereum, à proprement parler, c'est un peu à proxy de la mentalité qu'ont les institutionnels et même globalement le marché crypto par rapport au marché des alts et par rapport à leur volonté à prendre des risques. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les gens ne sont pas prêts à prendre énormément de risques. Ils sont beaucoup plus axés sur Bitcoin. Alors, on peut se dire peut-être parce que c'est peut-être plus facile à marketer pour les institutionnels et tout, mais que globalement, ils sont plus pour l'or digital, réserve de valeur et pour la crypto, la plus ancienne, celle qui a lancé tout l'écosystème, etc. Et que pour l'instant, il n'y a pas eu le shift en se disant OK, je suis prêt à prendre plus de risques et donc je vais aller principalement au départ sur l'Ether. Mine de rien, la vision long terme, vous allez voir, d'un point de vue technique, finalement, il n'y a pas eu de gros changements et on est toujours, enfin, moi, en tout cas, je reste toujours extrêmement optimiste sur la suite de ce cycle. Pas que sur Ether, pas que sur Bitcoin, mais sur l'ensemble du marché crypto et y compris sur l'arrivée potentielle d'une altisome qui sera peut-être différente de ce qu'on a connu avant, en tout cas. Mais pour l'instant, moi, je pense que, en fait, en regardant ce qui se passe sur Ether, ça nous renseigne quand même sur la volonté et sur la mentalité qu'ont aujourd'hui les personnes en crypto globalement et ceux qui sont plutôt liés aux institutionnels. Et je pense que, encore une fois, ça reste un proxy par rapport à leur mentalité vis-à-vis de cette fameuse alt-season. Et que tant qu'on n'aura pas des belles perfs en fait sur l'Ether et qu'on n'aura pas des inflows comme ce qu'on a pu observer sur Bitcoin, on ne pourra pas s'attendre à avoir une belle alt-season. Et pour moi, quand on parle d'alt-season et surtout quand on s'attend à avoir des belles perfs sur l'Ether, vu que ça reste un proxy par rapport à l'alt-season, ça ne viendra pas sans apport de nouvelles liquidités. Et dans la liquidité, c'est avec du quantitative easing, comme je l'avais déjà évoqué. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout dans les cartes. Il y a certaines banques centrales qui ont déjà commencé à faire quelques modifications. Et là, sur Internet, pareil, je vois de tout et n'importe quoi. Je voulais l'évoquer un petit peu plus tard, mais là, c'est l'occasion de l'évoquer. Il y en a beaucoup qui s'amusent à tweeter ça. Alors là, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Ça correspond à la M1 Money Supply en Chine, d'accord? Et donc, il y a tout le crypto-tweetos là qui ont très souvent 3 de QI qui commencent à regarder ça et qui disent « Oh là là, regardez, ils ont imprimé de l'argent ». Alors, pour ceux qui suivent les actualités économiques, sachez qu'en fait, ce que vous voyez ici, déjà, c'est de la M1, c'est pas la M2, d'accord? Et deuxièmement, ça fait plus de 2 mois et demi qu'en Chine, ils ont expliqué qu'en fait, ils ont simplement changé ils ont changé la manière de calculer en fait la M1 Money Supply et qu'en fait, il n'y a pas eu d'impression monétaire, les gars. Il y a juste eu un changement de calcul, en fait. Donc, on peut se poser la question pourquoi il y a eu une augmentation comme ça et du coup, ils ont ajouté en fait des nouvelles variables pour arriver à cet état-là. Mais en réalité, il n'y a pas eu une augmentation aussi importante de la M1 Money Supply. C'est super important de le comprendre parce qu'il y en a beaucoup qui vont commencer à retweeter ça de partout en disant c'est bon, la Chine, ils impriment, on va gagner de l'argent, on va gagner de l'argent. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Ce qu'il faut suivre, c'est la M2 Money Supply et la globale M2 Money Supply sur la plupart des banques centrales. D'accord ? Et là, ce qu'on observe, c'est que depuis 2021, on était plutôt sur une politique restrictive monétaire, d'accord, une politique monétaire restrictive avec une baisse comme ça des liquidités. C'est pour ça que on a eu toute la baisse sur le Bitcoin, la crypto de manière générale. On a eu depuis le bottom de 2022-2023 une légère augmentation, mais regardez, on est quand même extrêmement loin du top de ce qu'on a pu obtenir sur le top de 2021. Donc, si vous regardez un petit peu là, cette augmentation qu'on a eue, en fait, globalement, c'est le cours un peu de l'Ether depuis son bottom. Et c'est le cours du total market cap en excluant le Bitcoin, l'Ether ou même en excluant le top 10. Ça suit clairement la M2 Money Supply et l'impression monétaire, mais au niveau global. Et pour l'instant, ils sont plutôt toujours même sur une politique où on va essayer, ils sont sur une politique toujours restrictive des liquidités, mais qui devient de moins en moins restrictive. Et c'est pas parce que demain, ils arrêteront ce qu'on appelle le tightening en anglais, hein, le quantitative tightening, ouais, c'est ça, le resserrement des liquidités, que demain, on va forcément partir sur du quantitative easing. C'est pas forcément le cas.
Et la question à se poser pour moi, c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir une alt season et est-ce qu'on peut avoir une augmentation globale des alts et tout ce qu'on attend globalement sans avoir une explosion de la M2 Money Supply, mais d'un point de vue mondial et un dépassement des précédents plus hauts, notamment celui de 2021. Et est-ce que dans ce cas-là, oui, on peut avoir une alt season ou non? Ou est-ce que, si jamais ce n'est pas le cas, et c'est la thèse de certaines personnes, hein, comme par exemple le fondateur de CryptoQuant qui dit que pour lui, en fait, la alt season aurait peut-être déjà débuté par rapport au Bitcoin, mais qu'en fait, selon lui, la dominance du Bitcoin n'a plus vraiment de sens aujourd'hui parce que les instituts n'ont pas envie d'aller sur d'autres types d'alt, en fait, globalement, et même l'Ether aujourd'hui, ça ne les intéresse pas. Et qu'il faut plus regarder, en fait, les mouvances des stablecoins plutôt que la dominance. Alors moi, je ne partage pas forcément son point de vue. Je pense que la dominance aura toujours un impact. Je pense que ça a toujours fonctionné jusqu'à maintenant. Je ne vois pas pourquoi, en fait, aujourd'hui, ça ne serait pas intéressant. D'autant plus qu'il y a des catalyseurs qui sont quand même assez significatifs pour l'Ether, notamment l'arrivée potentielle des ETF staking pour Ethereum. Et ça, moi, je pense que ça sera intéressant de voir un petit peu comment ça va se passer. Mais voyez, en fait, il y a dans ce genre de circonstances et de conformations, en fait, les gens sont à la recherche de rendement. Ils sont en train de suivre un petit peu les liquidités parce que si vous voyez, en fait, là, la mouvance qu'on a un petit peu sur les AT, là, que vous voyez juste à l'écran, juste ici, ça correspond, en fait, à l'augmentation de la Global M2. Hein. Exactement. C'est que ça. Hein. Et puis après, on va le voir, ça fait une bonne intro pour après, parce qu'on va voir aussi le retard, et je vous ai préparé justement sur ça, sur la M2 qui commence à augmenter un petit peu, et voir, comme on avait dit, au niveau de la Fed, des taux, de l'impression monétaire, un petit peu pas le retard, mais en fait l'attente ou la latence qu'on a entre un mouvement sur la M2, comment ça se traduit sur le prix du BTC et comment ça se traduit aussi sur la mentalité des gens. J'ai préparé 2-3 données parce qu'on va voir que c'est jamais immédiat. Donc, c'est un bon proxy pour regarder ce qu'on peut espérer. Et ça, c'est plutôt, bon, pour l'instant, on n'est pas effectivement sur des niveaux 2020-2021. Moi, par contre, je suis pas sûr qu'on les dépassera parce que c'était un contexte quand même bien particulier au niveau mondial, hein, avec la crise sanitaire, tout ce qu'on connaît. Donc forcément, il y a eu un peu le quoi qu'il en coûte au niveau mondial. Je suis pas sûr qu'on réatteigne ce niveau, mais dans tous les cas, si on repart sur une hausse, et une hausse, bon, même si elle est peut-être moins importante, ça peut donner aussi des choses pas mal. Hein. Regarde, en 2017, on était bien en dessous. Et pourtant, il y a eu un beau bull run aussi. Donc, c'est plus la tendance, tu vois, si la tendance, on a la restriction à la baisse, bon, mais forcément, ça va pas être top. Mais après, bon, on n'est pas forcément obligé d'avoir et des taux bas et une impression monétaire à fond. Bon, on verra un peu comment ça se passe. Mais ouais, et puis même moi, 2017, je suis pas sûr encore, 2017, alors c'était pas le même contexte non plus. Il n'y avait pas autant d'Alcon, il n'y avait pas les instits. Enfin bref, c'était un contexte qui était aussi très particulier. Et l'Ether, c'était vraiment là aussi son premier cycle en fait. Il y avait eu le hack de The DAO en 2016, le gros FUD, et puis ensuite il y a eu des super belles perfs. Voilà, on voit que les cycles quand même, ils se ressemblent, ils riment quand même pas mal, même si c'est jamais exactement la même chose quoi. Donc ça, on en reparlera hein, tout à l'heure dans tous les cas. C'est vrai que ça fait une belle intro, mais concernant les ETF, hein, regardez, hein, on a eu des rentrées là de 19 millions le 19 février. Le 20 février, on a eu des sorties de 13 millions. C'est quand même assez... on est globalement dans le vert, hein, si on regarde sur l'Ether et même sur le Bitcoin. Mais bon, ça reste quand même assez si tu descends en bas, tu as la tendance globale. Ah, je vais regarder. Hop, est-ce qu'il va me le mettre? C'est pas chargé encore. Ah, c'est ça que tu voulais mettre? Ouais. T'as les inflows et outflow net, en fait. Ouais, il était plutôt les gens sortaient, notamment, on a vu Grayscale. En fait, Grayscale, c'est pas fort. Enfin, il est vendeur parce que les gens sortent de son produit, mais parce que regardez les frais aussi. Si tu remontes un peu, il proposait un produit qui était différent des ETF spot. Donc, si tu remontes, regardez les frais sur l'Ethereum de Grayscale, ETHE, qui sont à 2,50, donc 10 fois plus important en termes de frais que les autres produits qui sont alignés autour de 0,25, 0,20%. Donc forcément, les gens, en fait, ils sortent de Grayscale pour très souvent aller mettre en partie sur les nouveaux instruments. Mais c'est pas vraiment Grayscale qui vend parce qu'il a un produit ou
c'est pas spécifique, c'est juste que le produit est un peu différent avec des frais différents. Et du coup, les gens, ils font un arbitrage dans le portefeuille. Ils disent, attends, au lieu d'aller de me payer de 2,50, je vais payer 0,25 à BlackRock et ça ira très bien aussi, quoi. C'est pour ça que ça sort de Grayscale, mais c'est souvent des flots qui vont sur les autres instruments. Hein. C'est pas Grayscale qui est un produit spécial, et sur Bitcoin, c'est pareil. Hein. Et là, d'ailleurs, sur Bitcoin, vous voyez que sur les 3 derniers jours, on était en sortie d'argent, même plus, hein, parce qu'il y a eu quelques rentrées sur le 14 février. Après, même avant, ça sortait. Hein. En fait, là, on commence à voir une certaine prise de profit de la part des instits. Et pour autant, le Bitcoin, il est toujours en train de latéraliser dans son range que je vous évoque depuis maintenant un certain temps aussi. Donc, en fait, voilà, on est en train je pense, de toujours digérer en fait les abus qu'on a eus sur l'année dernière. Et c'est plutôt sain. Je suis convaincu que c'est plutôt sain. C'est le mal qu'il faut et par là où il faut qu'on arrive à passer pour après repartir potentiellement sur une tendance haussière. Évidemment, il y a plein d'inconnus. Évidemment, on peut se tromper. Évidemment, il n'y a aucune garantie qu'il y ait une continuation ou que cette alt season soit exactement pareil. Il n'y a aucune garantie que tous les alts qui existent aujourd'hui sur le marché pump. A priori, historiquement parlant, quand il y avait des augmentations sur l'Ether et quand on était en alt season, il y avait tout qui augmentait. Là, peut-être que si on n'a pas tous les voyants au vert, et notamment peut-être des ajouts de liquidité. Moi, je pense qu'on aura une alt season quand on aura la baisse de dominance du Bitcoin, comme à chaque fois, mais sans doute qu'il va falloir être beaucoup plus sélectif. Et qu'a priori, le marché qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir à celui qu'on avait sur 2021, que des Layer 2, on en a 50 000 aujourd'hui, des Layer 1, on en a 50 000. Donc pourquoi le marché irait forcément dans la vôtre, quoi. Alors, c'est toujours la question un peu... la question à se poser, d'où viendront les capitaux? Pour moi, c'est là c'est le plus important. Il y a également aussi des seuils psychologiques, avant que Théo rentre dans les analyses là qu'il voulait vous présenter. Il y a quand même des seuils psychologiques qui sont importants à surveiller, les 2600 $ pour l'Ether, qui provoqueraient quand même des liquidations de 500 millions de dollars. Donc, c'est pas impossible qu'on aille chercher ce genre de niveau, vu que le marché, à chaque fois, a pour objectif de sortir un maximum de participants, et surtout ceux qui sont à effet de levier, et vraiment regarder ce qui se passe en arrière-plan. Ce qui se passe en arrière-plan, c'est quoi? Là, on a atteint des niveaux historiquement plus bas, les plus bas si on prend sur un historique à peu près de 9 ans. On n'a jamais eu des niveaux aussi bas sur les plateformes d'échange centralisées sur l'Ether. Je vous montrerai quelques graphiques tout à l'heure je vais même vous les montrer maintenant, ça sera déjà fait, mais qui vous montrent en fait que les baleines aujourd'hui, dans des périodes comme ça, en fait, qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles accumulent énormément d'Ether. Il n'y a jamais eu autant de baleines qui détiennent entre 10 000, 100 000, voire beaucoup plus d'Ether. Et pendant que les retail vendent à perte, en fait, les baleines accumulent. Et c'est ce qu'on observe sur ce genre de graphique que vous pouvez retrouver principalement sur Glassnode. Et les inflows, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont sortis de chez Solana, ZK Sync, Optimism, etc., directement pour aller en fait se loger sur Ethereum. Donc, regardez toujours ce que font les gros et pas forcément ce que font les petits ou ceux qui ont 1000 balles en portefeuille sur Twitter.